Le plaisir a été toujours partagé, surtout quant à moi, de venir chaque fois devant vos postes récepteurs pour vous présenter votre journal Sauvons l'Afrique dans votre chaîne. Le Congo ne tombera jamais KTJ News au monde. Partout dont vous le suivez, ici en Afrique, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, Afrique au Maghreb et même en Europe, en Asie, en Amérique, en Russie, en Australie, partout dans les 4 coins du globe, une fois encore, soyez le bienvenu. Passons au sommaire. Retenons que l'état de santé du président Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, son état de santé inquiète beaucoup de gens dont nous avons vu sur les réseaux sociaux, dont le président Alassane Dramane Ouattara en exil pour prendre soin de sa santé. Retenons encore que le représentant général de l'ONU au Soudan, Nicolas Hayson, affirme que pour l'ONU, le temps presse pour organiser les élections. Les Kenyans réagissent après le titre. Une fois encore, soyez les bienvenus. Ouvrons notre journal avec cette information, retenant que l'état de santé du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara inquiète beaucoup de politiciens, même le leader politique de son pays, se pose beaucoup de questions. La population à son tour se demande est-il vrai que le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara est-il souffrant ou pas? Donc nous aurons la suite au prochain numéro. Retenons encore que le représentant général de l'ONU au Soudan, Nicolas Hayson, affirme que pour l'ONU, le temps presse pour organiser les élections. Souvent les images. Le représentant spécial des Nations Unies pour le Soudan du Sud, Nicolas Haysom, a tenu son premier point de presse mercredi pour exhorter les dirigeants de ce pays à aller aux élections. Les autorités ont prolongé la période de transition en cours de 2 ans. Comme l'a dit le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la seule façon d'aller de l'avant est que les dirigeants du Soudan du Sud trouvent des compromis et des modes de mise en œuvre d'une masse critique de critères politiques et opérationnels clés énoncés dans l'accord de paix. Ils doivent faire en sorte que cette dernière prolongation compte s'ils veulent conserver la confiance de leur peuple. Et soyons clairs, de notre point de vue, le temps presse. Ce scrutin, désormais repoussé à décembre 2026, constituera les premières élections démocratiques de l'histoire du Soudan du Sud. Les Nations Unies travaillent avec les partis politiques du pays afin de réunir le nécessaire pour la tenue du scrutin. Rendons-nous en République démocratique du Congo. Nous sommes sur les lacs Kivu. La recherche des disparus se poursuit. Tout souvent, le témoignage d'un rescapé. Sur le lac Kivu, le port de Kituku est paralysé. Le gouvernement congolais a suspendu le trafic entre Goma et Minova depuis le tragique naufrage d'un bateau le 3 octobre qui a fait entre 30 et 60 victimes selon les sources. Une équipe de plongeurs locaux s'efforce de localiser l'épave du bateau et de retrouver les corps des disparus. Le bilan provisoire de ce naufrage est de 34 morts, 80 rescapés et plusieurs disparus dont le nombre n'est pas connu. Les coordinations de la société civile de Minova et de Mfunishanga, dans le Massissi, ont déclaré avoir identifié 163 disparus. Sous pression, les autorités devraient envisager de mettre en place des solutions durables pour garantir la sécurité des voyageurs. Le gilet de sauvetage risque d'être obligatoire pour naviguer sur le lac, ce qui complique l'approvisionnement en denrées alimentaires pour les commerçants en pirogue qui ne sont pas équipés. Selon plusieurs sources, les premières victimes pourraient être inhumées ce mercredi à Minova, à la limite entre les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Les Kenyans réagissent après la motion de destitution du vice-président. Les Kenyans réagissent après la Un peu plus tôt dans la journée, Rigatiga. Élection présidentielle au Mozambique. Retenons que la population, nous sommes toujours aux attentes du résultat de cette élection. Souvent les images. Au lendemain de l'élection présidentielle et parlementaire au Mozambique, la crédibilité du scrutin est examinée de près.
Le parti de gauche, Frélimo, au pouvoir depuis 49 ans, ayant été accusé de bourrage d'urnes et de falsification des résultats lors d'élections antérieures, des équipes d'observateurs électoraux régionaux et internationaux se trouvent actuellement dans le pays. Nous demandons également qu'aucun groupe de citoyens n'agite les autres, ne les menace, que tout se passe dans la paix et la tranquillité. Je demande aussi, et je le répète, que le jeu dure 90 minutes comme un match de football et que le résultat soit connu après le coup de sifflet. Il faut éviter d'annoncer les résultats trop tôt quand le match dure depuis 15 ou 20 minutes ou pendant la mi-temps pour proclamer une équipe gagnante. Vous connaissez des équipes qui ont proclamé les résultats, c'est pourquoi nous devons être concentrés pour ne pas perturber le processus. Le Frélimo a toujours nié les accusations de falsification des élections. Le parti a établi un État à parti unique après l'indépendance et a mené une guerre contre le parti d'opposition historique, la Résistance nationale du Mozambique. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que ce processus se déroule de manière transparente, équitable. Le refus de la présence des éléments du mouvement démocratique Mozambique et le refus de remettre les lettres de créance à nos délégués ne font qu'engendrer la fraude. Par conséquent, je souhaite informer tout le monde dans les prochaines heures et je me rendrai personnellement sur tous les centres de vote de la ville de Maputo pour m'assurer que les éléments de mon parti soient présents. Le Front pour la libération du Mozambique a désigné Daniel Chapo pour succéder au président Filipe Nyusi qui a effectué 2 mandats au maximum. Les analystes estiment que son plus grand défi sera probablement lancé par l'indépendant Venancio Mondlane. En proie à une guerre civile depuis plus d'1 an, la situation au Soudan reste catastrophique. Face à l'urgence dans ce pays d'Afrique, le Parlement européen s'est réuni mardi pour discuter de la situation au Soudan et des efforts déployés par l'Union européenne en faveur de la paix. La transition vers un régime civil reste l'objectif ultime. L'Union européenne a toujours soutenu les civils au Soudan et nous restons une plateforme de rassemblement de confiance. Des progrès ont été accomplis dans la fusion des groupes de civils, mais nous contribuons lentement à les unifier. Ils seront les moteurs du changement dans le Soudan d'après-guerre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, la situation au Soudan reste catastrophique. Avec nos partenaires internationaux, nous sommes mobilisés pour aligner nos efforts afin de mettre fin à la guerre maintenant. Le conflit a généré des déplacements à des niveaux jamais vus depuis la guerre en Syrie. La crise humanitaire et la famine menacent des millions de vies au Soudan. L'estiviste panafricaniste Kémy Séba affirme pourquoi il a été présent dans ses discours au Bakou. Mais si l'on rentre en profondeur maintenant et que l'on se pose la question pourquoi les panafricanistes se retrouvent à Bakou, on ne peut pas saisir la dynamique présente sans se tourner vers le passé et comprendre les mécanismes du commencement. L'effondrement du mur de Berlin a changé profondément la face géopolitique du monde. L'effondrement du mur de Berlin a laissé le capitalisme se présenter comme le dogme économique, politique et sociétal absolu, connaissant par la suite, au XXe siècle, l'ultime forme de capitalisme que l'on appelle le néolibéralisme, qui lui-même s'est décomposé en 2 parties de manière bicéphale, le néolibéralisme économique et sociétal. Si nous sommes nombreux dans le Sud global à dénoncer le néolibéralisme économique, nous constatons qu'une grande partie des nations de l'humanité n'ont fait qu'incorporer à leur corps défendant cette doctrine économique comme la doctrine économique normative. Et c'est un problème. Mais un néolibéralisme encore pire que celui-ci a émergé
s'est constituée et est devenue une religion d'État pour l'oligarchie occidentale. Et ce néolibéralisme, c'est le néolibéralisme sociétal. Ce que certains appellent l'American Way of Life. Ce que certains appellent le mode de vie occidental. L'occidentalisation des mœurs, l'occidentalisation de la société, l'occidentalisation de la vie politique. Et cette arrogance, à travers justement la propagation de ces valeurs occidentales, a fini par heurter une grande partie de l'humanité qui n'acceptait pas que l'on vienne leur dire ce qui était bon ou mauvais dans le cadre de leur réalité. Et c'est à cette croisée des chemins que les panafricanistes et que des pays comme l'Azerbaïdjan se retrouvent. Les panafricanistes, et je vais parler au nom de notre organisation internationale Urgence panafricaniste, structure qui a initié, fondé et forgé avec d'autres structures le Front anti-CFA en 2017, qui a organisé les mobilisations au péril de nos libertés individuelles, parfois au prix de la prison, parfois au prix de l'expulsion, parfois au prix des menaces de certains de nos frères africains. L'ONG Urgence panafricaniste a enclenché un processus de résistance au sein des masses en Afrique francophone et dans la diaspora, dans les territoires d'outre-mer. Et cette ONG que je préside a compris la nécessité d'être présente à chaque endroit où le colonialisme était critiqué. Que ce soit pour des raisons sincères ou que ce soit pour des raisons, dirons-nous, opportunes. Toujours est-il que toute personne et toute nation qui a décidé de s'opposer au néocolonialisme nous a trouvés, nous trouve et nous trouvera comme partenaires. La question a été toujours posée sur cette bloc autrement appelé BRICS, dont beaucoup de pays européens, même asiatiques, s'adhèrent pour changer la face de voir le monde. Alors, dans ce cas, l'activiste et panafricaniste Nathalie Amba nous en dit plus. Qui sont les BRICS? Le 16 juin 2009, la Russie, alors présidée par Andrei Medvedev, convie les dirigeants chinois, brésiliens et indiens à une réunion à Ekaterinbourg pour réfléchir et travailler, je cite, à la création des conditions d'un ordre mondial plus juste. Fin de citation. En effet, l'évolution de la gouvernance de la planète décidée par les vainqueurs à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale avec la mise en place du système de l'Organisation des Nations Unies et des institutions de Bretton Woods a, au fil des ans, évolué vers un déséquilibre flagrant en faveur des États-Unis et de l'Occident. Plusieurs événements ont fini par irriter sérieusement les autres pays et mettre en danger leurs intérêts. Je vais juste en citer quelques-uns, en commençant par l'abandon unilatéral de l'étalon or par Richard Nixon en 1971, qui a donné naissance à l'hégémonie monétaire du dollar américain et à son instrumentalisation pour extraterritorialiser le droit américain, ce qui a permis aux États-Unis de devenir la planche à billets du monde et de construire leur puissance économique sur du vent, ou plutôt sur du crédit. Les invasions et interventions américaines en Somalie, en Haïti, au Kosovo, en Afghanistan, en Irak, au Pakistan et les nombreux coups d'État et révolutions de couleur sponsorisés par la CIA ont permis aux États-Unis de déstabiliser un grand nombre de pays et de se positionner en gendarme du monde. Le non-respect de l'engagement de non-expansion de l'OTAN à l'Est, après la chute du mur de Berlin en 1989, ont amené son arsenal militaire et sa nuisance jusqu'aux portes de la Russie. Et enfin, last but not least, la crise des subprimes et l'effondrement du marché immobilier américain et occidental en 2008-2009 sont la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Les 4 grosses économies émergentes de la planète, que sont le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, décident que le moment est bien choisi pour fonder une alliance qui va s'atteler à mieux défendre leurs intérêts et à donner naissance à un monde multipolaire.
À Ekaterinenburg, en 2009, le groupe prendra le nom de BRIC, constitué de la première lettre de chacun des pays fondateurs. Un acronyme qui avait été utilisé en 2001 pour désigner une stratégie d'investissement de la banque Goldman Sachs dans ces 4 marchés économiques très prometteurs. En 2010, les BRIC invitent l'Afrique du Sud à les rejoindre, ce qui sera effectif au 1er janvier 2011. Le groupe s'appellera désormais BRICS, le S de South Africa s'ajoutant à l'acronyme. Pourquoi y a-t-il autant d'engouement pour les BRICS ? La structuration du monde à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale a été marquée par l'opposition entre l'Ouest et l'Est. Mais avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, consécutif à la chute du mur de Berlin, cette bipolarité s'est muée en un ordre mondial unipolaire, totalement dominé par l'Occident et caractérisé par une violation quasi systématique des règles internationales. Pourtant, ceci n'a pas empêché l'affaiblissement graduel de l'Occident et le renforcement de la zone orientale que l'on peut constater aujourd'hui. En Haïti, après les massacres perpétrés la semaine dernière par les gangs surgis de nulle part, le rescapé nous en dit plus. Haïti fait son deuil après les tueries de jeudi dernier où des gangs ont pris d'assaut la localité de Pont-Sondé, faisant au moins 70 morts, et mardi pour l'une des victimes. Jean-Louis Jeune Gracien, 41 ans, enterré sur les rives du puissant fleuve Artibonite, présente aujourd'hui un visage bien triste. Quittons l'Afrique pour le Moyen-Orient. La guerre russo-ukrainienne. Le président Volodymyr Zelensky affirme que la guerre entre l'Ukraine et la Russie devra s'achever d'ici 2025. Suivons son image. Pour Volodymyr Zelensky, la guerre entre l'Ukraine et la Russie devra s'achever en 2025. Le président ukrainien appelle également à des avancées dans le processus d'adhésion de son pays à l'OTAN. The situation on the battlefield creates an opportunity to make this choice, a choice for decisive action to end the war no later than in 2025. And we are counting on President Biden's leadership. We rely on the strong and wise steps of Britain, France, Germany, and Italy to bring security and peace to Europe. Volodymyr Zelensky s'exprimait lors d'une visite à Dubrovnik en Croatie où il participait à la 3e session du sommet Ukraine-Europe du Sud-Est qui regroupe 13 pays. Le sommet a adopté une déclaration commune de soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et à l'intégration euro-atlantique. À cette occasion, Volodymyr Zelensky a également signé un accord avec le Premier ministre croate Andrej Plenković sur la coopération à long terme entre les deux pays. À noter l'absence du président croate Zoran Milanović, qui n'a jamais caché son opposition sur les politiques occidentales concernant la guerre en Ukraine. Enfin, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré qu'il sera impossible de créer la paix en Ukraine si le pays rejoint l'OTAN. Elle a accusé l'Occident d'essayer de faire de l'Ukraine un tremplin pour une éventuelle confrontation avec la Russie. La guerre Israël-Hezbollah, les deux pays frères, Égypte et la Jordanie, se réunissent pour trouver une solution sur cette guerre qui prend des gens du temps, dont même les civils sont incarcérés et tués. Souvent cette image. Le ministre jordanien des Affaires étrangères a souligné mardi que la priorité de son pays était de mettre fin à l'agression israélienne sur le Liban. Ayman Safadi s'est exprimé lors d'une visite en Égypte où il a rencontré son homologue égyptien Bader Abdelati pour des entretiens au cours desquels les deux hommes ont abordé le conflit entre Israël et le groupe militant basé au Liban, le Hezbollah. La priorité est d'arrêter l'agression israélienne sur le Liban, puis de mettre en œuvre l'initiative annoncée par le Premier ministre libanais au sein du gouvernement intérimaire afin d'appliquer pleinement la résolution 1701. C'est la priorité actuelle et c'est ce qui permettra de progresser vers le maintien de la stabilité et la prévention d'une escalade régionale plus importante. En vertu de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a mis fin à la guerre d'1 mois entre Israël et le Hezbollah en 2006, les militants devraient se retirer au nord du Litanie
et les forces armées libanaises devaient patrouiller dans la région frontalière avec les forces de maintien de la paix des Nations Unies. Nous poursuivons nos efforts arabes pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et mettre fin à l'agression brutale d'Israël dans la bande de Gaza et à l'agression contre les civils palestiniens en Cisjordanie. Après qu'Israël a lancé une invasion terrestre dans le sud du Liban, bombardant des cibles du Hezbollah la semaine dernière, le Hezbollah a tiré un nouveau barrage de roquettes sur Israël mardi avec pour objectif de maintenir la pression qui a forcé des milliers d'Israéliens à quitter leur maison près de la frontière libanaise. Au Liban, le tourisme en baisse. Même les cités les plus fréquentées, Baalbek, ne trouvent pas de réfugiés ni de tourisme. Souvent cette image. Baalbek, Liban. Cette ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1984 abrite des sites historiques et emblématiques, dont le temple de Jupiter, désormais en ruine, conséquence de la guerre entre Israël et le Hezbollah en plein cœur de ce petit pays méditerranéen. Autrefois, avant la guerre, c'était plein tous les jours, surtout le samedi et le dimanche. Baalbek était pleine. Baalbek est la ville de la pâte, de la viande. Baalbek est la ville des restaurants délicieux. Netanyahou n'a épargné aucun endroit avec ses bombardements. Qu'est-ce qu'il veut? Il tue les civils. Dans les vieux souks de la ville de Baalbek, les boutiques étaient pour la plupart fermées lundi, le commerce et l'activité économique largement paralysés, et le tourisme en chute libre. La situation n'est pas stable. On ne sait quand ni où l'attaque aura lieu, donc les touristes ne viennent pas du tout. La situation n'est pas stable et les gens ont peur. Nous demandons à Dieu de rétablir la paix. L'assaut israélien a eu un impact sur le tourisme à Baalbek. Il l'a totalement arrêté. Il n'y a plus de tourisme au Liban. Et même les expatriés dont nous dépendons ne viennent plus du tout à Baalbek. Israël et le Hezbollah échangent des coups de feu à la frontière libanaise presque quotidiennement depuis le 7 octobre 2023. Le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, affirme d'utiliser d'armes nucléaires pour attaquer contre son frère, la Corée du Sud. Il a affirmé dans une interview qu'il a donnée à la chaîne locale. Suivant cette image. With world attention focused on the Middle East and fears of further escalation between Iran with its nuclear program and nuclear-armed Israel. The rhetoric from North Korea's Kim Jong-un is getting less international attention. This week, he repeated a warning. If South Korea used armed forces against his country, North Korea would, without hesitation, use all its attack capabilities. And he said the use of nuclear weapons is not ruled out, though he later said, "We have no intention of attacking South Korea." This week saw a massive annual military parade in South Korea, including a US bomber, where South Korean President Yoon Suk-yeol vowed the end of the North Korean regime if it ever used a nuclear weapon. So, add the Korean Peninsula to the global list of problems in the next president's in-tray. The two candidates offering very different approaches. I got along very well. North Korea, Kim Jong-un, I got along very well with him. He'd like to see me back too. I think he misses me, if you want to know the truth. I will not cozy up to tyrants and dictators like Kim Jong-un who are rooting for Trump. Increasing the complexity, many burning international issues are interwoven. In Ukraine, it's now highly likely that North Korean soldiers are fighting for Russia, South Korea's defense minister says. Kim Jong-un wished President Putin a happy birthday this week, a friendship both sides have had reason to celebrate. During the Russian leader's visit in June, they signed a comprehensive strategic partnership. The US suspects that means sharing more weapons and perhaps even nuclear secrets. We continue to be incredibly concerned by the expanding security relationship between North Korea and Russia, both for the support that North Korea continues to provide to Russia to prosecute its illegal war against Ukraine, and for the prospect of Russia assisting North Korea in ways that ultimately will be destabilizing to the Korean Peninsula. Kim's confidence is growing. Last month, he was pictured visiting centrifuges that can produce fuel for nuclear bombs.
Last year, he brought his daughter to inspect missiles. This is my honor. The years when Kim Jong-un was prepared to meet with President Trump and perhaps negotiate are a memory now. The next president may have to deal with a very different North Korea. Tom, the relationship between President Putin and Kim Jong-un is not new. President Putin knew Kim Jong-un's father, Kim Jong-il. But the closeness between the two men and the two countries, that is increasingly unusual. US intelligence estimates that North Korea shipped 16,000 crates of munitions to Russia in the past year. And Russia says it is helping North Korea with its space program. There are tensions too between China and North Korea, between China and Russia and Iran. That may be an opportunity for a future administration. Tom? Thanks for watching. Stay updated about breaking news and top stories on the NBC News app or follow us on social media. C'est par cette nouvelle que nous bouclons notre journal pour aujourd'hui, mais avant tout passons au rappel des titres. Le représentant général de l'ONU au Soudan, Nicolas Hayson, affirme que pour l'ONU, le temps presse pour organiser les élections. Les Kenyans réagissent après la motion de destitution du vice-président. Pratiquement arrivé à la fin de notre journal Sauvons l'Afrique dans votre chaîne. Le Congo ne tombera jamais. KTJ News au monde. Merci pour votre réelle attention. Peuples africains partout dont vous nous suivez ici en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, même en Australie. Vraiment, merci pour votre fidélité. Mais je vous demanderai de visiter notre chaîne YouTube KTJ News au monde. Le Congo ne tombera jamais. Quant à vous, je vous dis, restez branchés sur notre antenne et nos programmes pour ne rater aucune de nos informations. Bye, merci et à la